Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Actualité oblige, nous allons bien sûr parler de la nouvelle explosion de la dette publique française. Les chiffres de l'INSEE viennent de sortir pour le troisième trimestre 2024. Bien sûr, on s'attendait à une catastrophe, mais c'est encore pire que prévu. La dette publique française a atteint un nouveau record historique, mais surtout l'augmentation trimestrielle ne cesse de s'accroître. Assez incroyable, au cours du dernier trimestre, la dette publique française a augmenté de quasiment 72 milliards d'euros sur un trimestre. Le trimestre d'avant, c'était 69 milliards de plus. Le trimestre d'avant, 58 milliards. Vous voyez que c'est en train, évidemment, de devenir complètement explosif, catastrophique. D'où cette question, combien de temps cela peut-il durer? Avant la faillite, bien sûr. Et puis surtout, combien de temps? Eh bien, nous allons continuer d'augmenter cette dette, je dirais, en toute impunité. Alors, c'est vrai que les taux d'intérêt commencent à augmenter, donc il y a des conséquences très concrètes pour nous. On verra ça, bien sûr, dans le détail. Autre question également déterminante, vous avez été nombreux à me la poser. Comment va-t-on régler cette dette? Comment va-t-on payer? Et qui va payer? Est-ce que c'est possible de réduire cette dette? On va répondre à toutes ces questions, évidemment, essentielles, bien sûr, pour notre avenir. Il y aura également la question de la semaine, notamment sur l'euro-dollar. L'euro-dollar a énormément baissé ces derniers mois et ces dernières semaines en particulier. Est-ce que ça va durer? Ce sera la question de la semaine. On terminera bien sûr comme d'habitude avec une bonne nouvelle. Il y en a une, mais enfin bon, elle n'est pas vraiment économique. On verra ça tout à l'heure dans le détail, bien sûr, ce sera pour la fin de la vidéo. Mais on commence tout de suite parce qu'il y a des chiffres assez incroyables que je vais vous montrer. Des chiffres, des calculs que vous n'avez jamais vus nulle part d'ailleurs, certainement. Je les ai faits vraiment pour vous. Nous allons voir ça dans le détail. Et d'abord, bien sûr, ce premier graphique catastrophique. On le connaît, sauf que évidemment, ça ne cesse d'augmenter, l'augmentation de la dette publique. Voilà le nouveau record de la dette publique française atteint au troisième trimestre 2024, 3 303 milliards d'euros. On ne se rend même pas compte de ce que ça représente tellement c'est énorme. Une augmentation depuis le début 2020 de 915,1 milliards d'euros. Voilà aujourd'hui l'ampleur des dégâts. Si on regarde en pourcentage du PIB, là aussi une très forte augmentation, regardez bien, on est aujourd'hui à quasiment 114% de notre PIB, donc de la richesse que nous créons en France. Donc ça veut dire 1,5 point sur un seul trimestre et 3,8 points en 3 trimestres. C'est ça qui est dangereux, bien sûr. Là, on se souvient de l'augmentation liée au coronavirus. Après, ça s'est un petit peu calmé, mais là, regardez bien cette forte tension. On n'a quasiment jamais vu ça, sauf dans des phases de récession ou de crise grave. Et c'est ça qui aujourd'hui est en train de devenir très inquiétant, parce que tous les pays de la zone euro, voire du monde, essayent de réduire la dette, sauf la France. La France, c'est le pays parmi les grands pays de la planète qui augmente le plus sa dette publique, et surtout sans impact économique positif. C'est ça le problème numéro un, c'est que plus la dette publique augmente fortement, moins le PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en France, augmente fortement. Voilà le graphique qui tue, j'ai envie de dire, et qui ne cesse de devenir dramatique. La courbe bleue, c'est l'augmentation du PIB. Alors évidemment, le PIB, donc la richesse, c'est un flux de revenus, donc c'est normal que ce soit, je dirais, inférieur à la dette, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était supérieur à la dette publique, qui est ici, donc la courbe rouge, et évidemment, on voit qu'avec le temps, tout s'en va, comme le disait Léo Ferré, mais néanmoins, ça y est, la courbe rouge largement dépassé la courbe bleue, et surtout, l'écart s'accroît. Regardez, 400 milliards d'écart entre les deux, mais regardez bien, le gros problème c'est quoi? C'est que si à la rigueur j'augmente ma dette publique et qu'en échange j'ai beaucoup de croissance, j'ai beaucoup de revenus, on peut dire bon allez c'est pas grave, c'est une dette qui a généré ce qu'on appelle un effet accélérateur, qui a donc été positive finalement. Une dette n'est pas forcément négative, elle peut être positive, notamment pour s'endetter pour acheter son appartement, par exemple pour sa maison, pour les entreprises, pour l'investissement, pour l'État, on pourrait dire la même chose. Si j'augmente ma dette mais que mon PIB, ma richesse augmente au moins autant que cette dette, à la rigueur, ça passe. Mais regardez bien, ce n'est évidemment pas le cas. Regardez, les chiffres sont évidemment horribles. Donc, dette publique, l'augmentation depuis le début 2020, 915,1 milliards d'euros. Et sur la même période, le PIB en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation, bien entendu, a augmenté de 469,3 milliards d'euros. Vous faites la différence. Il manque 445,8 milliards d'euros. Ce chiffre, cet écart ne cesse de se creuser de trimestre en trimestre. Et c'est ça qui ne fonctionne plus. On voit bien d'ailleurs sur la fin de période, la courbe rouge, la dette publique augmente très fortement. Par contre, la courbe bleue, le PIB, même malgré l'inflation qui augmente, c'est pas génial. Et ça va évidemment être encore pire
pour le quatrième trimestre, parce que pour le quatrième trimestre 2024, il y aura une baisse du PIB français, donc ce qui veut dire que, bien entendu, ça risque d'être, l'écart va encore se creuser, et c'est ça le drame. Regardez, si on regarde sur plus longue période, depuis justement 2017, soi-disant on devait changer la France, eh bien la dette publique a augmenté de 1046 milliards, plus de 1000 milliards d'augmentation, alors que le PIB a augmenté que de 609,7 milliards d'euros. Voilà le problème, c'est une dette à fond perdu, j'ai envie de dire, qui ne génère pas d'activité économique. Et c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux pour l'avenir de notre économie, l'avenir évidemment de notre pays. Alors si je fais d'autres comparatifs, je vous ai fait effectivement aujourd'hui l'augmentation de la dette publique, donc 38,3% donc depuis le début 2020. C'est évidemment énorme. Si on compare aux autres, je dirais, grandeurs françaises, le PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation sur la même période, augmenté de 19,3%, quasiment du simple au double. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur des dégâts. Alors c'est vrai que les dépenses publiques ont augmenté de 23,5%. Donc vous voyez que la dette publique a augmenté plus que la dépense publique, mais quand même 23,5% d'augmentation des dépenses publiques, et là aussi plus que le PIB. On voit bien que ce n'est pas sérieux et que cette dépense publique, évidemment, est très mal utilisée. Alors c'est sûr que la charge d'intérêt de la dette a augmenté là aussi de 54,2%, plus que la dette globale d'ailleurs. Ça c'est pour ceux qui disaient non mais la dette ça ne coûte rien, hein, vous savez les taux d'intérêt sont à zéro. Voilà, la charge, parce que les charges d'intérêt de la dette que nous payons chaque année, et pour ça qu'il y a un S à charge, ont augmenté de 54,2%. Hein. Voilà ces charges qui augmentent d'année en année, et c'est ça qui est extrêmement dangereux bien entendu. Alors sur la même période, parce qu'on me dit parfois oui mais c'est pas grave, l'inflation va payer la dette, ça augmente plus que la dette. Mais non, regardez bien l'inflation, hein, les prix norme INSEE, ça a augmenté, on va dire, de 14%. 38% pour la dette publique, donc elle a augmenté bien plus que l'inflation. Population totale autour des 1,4% d'augmentation, et l'emploi, regardez, l'emploi salarié a augmenté seulement de 5,3%. J'ai mis 33,3% d'augmentation de la dette publique, l'emploi seulement 5,3%. Dans le privé, 5,9%, l'emploi public, 3,4%. Alors on m'avait dit que l'emploi public n'allait pas augmenter, hein. Vous vous souvenez, hein, on ne va pas remplacer un fonctionnaire sur deux, etc. On va réduire la voilure, pas du tout. 3,4% d'augmentation de l'emploi, je dirais, public. Et donc là aussi, on se rend bien compte que par rapport à la croissance, on est très très loin, je dirais, de la situation normale d'un pays qui doit justement générer plus de croissance que de dette. Et parallèlement, si on regarde l'industrie, là aussi, hein, regardez la grande arnaque de la réindustrialisation, sur la même période, la production industrielle, le niveau de la production industrielle française a baissé de 4,6%. Donc, enfin, il faut qu'on se réveille. J'augmente ma dette publique de 38,3%, mes dépenses publiques de 23,5% et mon PIB augmente de moins de 20%, ma production industrielle baisse de 4,6%, c'est l'emploi de seulement 5,3%. Attendez, mais on ne peut plus continuer comme ça. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut continuer d'augmenter la dette publique, évidemment, ce sont des irresponsables, disons le mot, hein, tout simplement, parce qu'ils mentent aux Français. Nous sommes là justement pour dire la vérité, on la voit cette vérité. Dire ça, ce n'est pas du libéralisme, ce n'est pas ni de droite ni de gauche, c'est une réalité économique. Tout simplement. Donc il faut arrêter de mentir aux Français, de dire, je dirais, tout et son contraire, juste pour que ça nous arrange, entre guillemets, et nos politiques, évidemment, je suis désolé, ne font pas leur boulot. Hein. Bruno Le Maire qui nous disait que ça y est, c'était le retour des 30 Glorieuses, voire le plein emploi, etc., et autres. Donc non, ce n'est pas sérieux. Bien sûr, M. Macron, hein, lui aussi, hein, merci beaucoup, parce que c'était comme lui, à la base, qui a accepté d'augmenter autant cette dette publique. Encore une fois, en mars 2020, le corona, je veux bien, mais ouais, au total, ça a coûté 300 milliards. On voit que la dette publique a explosé, hein, donc, avec un niveau de 3300 milliards aujourd'hui. Hein, une augmentation, encore une fois, de 38%. Donc c'est bien plus que les 300 milliards du coût du corona à la base. Donc on a continué à déraper et c'est ça qui est inacceptable. Alors le pire, c'est que, évidemment, nous sommes numéro 1, j'ai envie de dire, en Europe, puisque c'est nous qui avons le plus augmenté notre dette publique parmi les grands pays de la zone euro. Voilà, 38,3% pour la France, sur la même période, hein, depuis 2020. Donc on a tous eu, entre guillemets, l'épisode Corona et autres. Mais après, donc, alors la Belgique, attention, la Belgique qui s'était calmée, mais là, depuis quelques trimestres, ils recommencent à augmenter fortement leur dette. Donc 37% d'augmentation. L'Espagne, 34%. Eux aussi, ils dérapent un peu, attention. Ils commencent à vivre de nouveau à crédit. L'Allemagne, 28%. Évidemment, il y a une récession, donc c'est un peu logique, l'Allemagne qui souffre énormément, l'Italie 23%, le Portugal 12% et la Grèce 10%. Oui, donc, comme quoi on peut limiter l'augmentation de notre dette publique malgré le coronavirus. Alors, ce qui est intéressant de voir, même si on va me dire, oui, mais la Grèce partait de haut, certes, mais tout de même, on peut faire des efforts.
Ce qui est intéressant de voir, c'est de comparer justement l'augmentation de cette dette par rapport justement à l'augmentation du PIB. Alors là, vous allez, ça va nous faire mal. Donc si on reprend le cas de la France, on vient de le voir, donc 38,3% d'augmentation sur la dette publique, 19,3% sur la variation donc, de la richesse qu'on crée en France, donc un écart de 19 points. 19 points en plus pour la dette par rapport à l'augmentation de la création de richesse. Après, on a nos amis belges, mais au moins, il y a eu un peu plus de croissance que chez nous, 27%, ça veut dire qu'il y a 10 points d'écart. L'Espagne, 7 points d'écart. L'Allemagne, 5,5 points d'écart. Donc là, on voit déjà, on essaye de faire, je dirais, des efforts, de ne pas trop augmenter la dette par rapport donc, au PIB. L'Italie, regardez bien, seulement 2 points d'écart. C'est-à-dire que le niveau de la dette publique italienne a augmenté quasiment autant que le PIB en valeur. Donc, à la rigueur, c'est acceptable, entre guillemets. Et ensuite, le Portugal, alors là, c'est beaucoup mieux. Le Portugal a seulement 12 points d'augmentation de sa dette publique, 12%, et le PIB en valeur a augmenté de 30%. Donc là, je dis oui. Si on augmente sa dette publique de 12% et ça ramène 30% de PIB, il n'y a pas de problème. Pareil pour la Grèce, 10% d'augmentation de la dette, 27%, vous voyez, il y a un écart de 17-18 points, donc à l'avantage du PIB. Donc ça, c'est évidemment plutôt favorable. Donc ça, c'est pour la zone euro. On voit que la France, encore une fois, est vraiment le mauvais élève. Si on se compare maintenant à d'autres grands pays au niveau mondial, alors on a trouvé, enfin du moins j'ai trouvé, pire que la France. Il y a 2 pays qui font pire que la France, parmi les grands pays, je dirais, développés, notamment donc, le Canada. Et nos amis canadiens, vous nous regardez là, effectivement, vos dirigeants, on va dire, ont un petit peu dérapé ces dernières années. Voilà, dette publique, augmentation de 53%, ah oui, c'est bien plus que nous depuis 2020, et dans le même temps, le PIB a augmenté en valeur, donc augmenté de l'inflation que de 31%, écart 22 points. Le Royaume-Uni est aussi, évidemment, 49% avec le Royaume-Uni. Alors, c'est vrai qu'il partait de bas, mais tout de même, 49% d'augmentation de sa dette publique, 27% de son PIB en valeur, là aussi un écart de 22 points. Donc c'est quasiment le même niveau que la France. Et les États-Unis dans tout ça, évidemment, alors eux, 52% de la dette publique, ils y vont fort également, mais leur PIB a augmenté de 37%, donc il y a un écart de 15 points. Donc c'est un peu mieux que ce que nous faisons en France. Et évidemment, ce qui permet aux États-Unis de résister, c'est que les Américains ont le dollar et qu'il y a une demande mondiale de dollars. Donc tant que, finalement, les réserves de change sont en dollars en grande majorité, tant que le moyen de transaction, notamment sur les marchés des matières premières et au niveau mondial, c'est principalement le dollar, eh bien, c'est ce qui permet de sauver effectivement les États-Unis. D'ailleurs, c'est ce que dit Trump. Il dit attention, si vous arrêtez de prendre le dollar comme réserve de change ou moyen de transaction, alors là, on va vous mettre des droits de douane très élevés. Voilà, c'est un petit peu le trade-off, comme on dit, le compromis que propose Trump, sachant qu'il sait très bien que le jour où les Américains n'ont plus le dollar en tant que référence mondiale, ils vont évidemment s'effondrer. Le problème, c'est que pour remplacer le dollar, il faut un concurrent. Ça devrait être le yuan, mais le yuan n'est pas prêt parce que la Chine va mal. Donc les Américains ont encore 10 à 15 ans devant eux, ce qui leur permet d'augmenter leur dette publique, même un peu plus que nous d'ailleurs. Ça fait du PIB, ça fait de la croissance, mais en plus, c'est le monde entier qui finance cette dette. Donc ça s'arrêtera un jour, mais pour l'instant, ça continue. Alors après, on a les pays qui sont un peu plus vertueux. Alors le Japon, par exemple, a augmenté sa dette publique. Alors c'est vrai qu'il part de très très haut, 16% d'augmentation, et le PIB en valeur 10%, donc il y a 6 points d'écart. Je rappelle que le Japon, évidemment, il a un ratio dette publique sur PIB de 240%. Donc on me dit, vous voyez, le Japon par rapport à la France, c'est de la rigolade. Oui, sauf que 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Donc il n'y a pas de danger pour acheter justement cette dette, alors que chez nous, 55% de notre dette publique est détenue par des étrangers. Donc ça change complètement la donne. C'est ce qui fait que nous sommes bien plus en danger, évidemment, que le Japon. Alors après, il y a des pays là où la dette publique baisse. Eh oui. Même fortement, et notamment nos amis suisses, qui sont nombreux à nous regarder, donc bravo. La publique suisse a baissé de 7,5%, et dans le même temps, le PIB donc, en valeur a augmenté de 17%, et donc ce qui veut dire qu'il y a un écart donc, de 24,5 points. Bravo à nos amis suisses, même si effectivement on espère pour eux qu'ils auront un peu plus de croissance demain, certainement d'ailleurs. Toujours est-il qu'on se rend bien compte qu'on a une situation aujourd'hui où la France est le mauvais élève européen et l'un des plus mauvais au niveau mondial avec nos amis canadiens et britanniques, même si les Anglais partent de plus bas, donc là aussi c'est plus difficilement comparable. Mais nous, on dérape malheureusement complètement, et regardez sur longue période, alors là ça fait encore plus mal. Ce sont donc les derniers chiffres évidemment qui ont été réajustés par l'INSEE. Parce que l'INSEE, ça on ne le dit pas, mais à chaque fois, elle révise également ses chiffres de dette publique, donc qui augmentent plus que ce qui avait été annoncé à la base. Encore une fois, ça c'est les révisions statistiques. Donc regardez bien, depuis 2007, l'année soi-disant de la rupture à l'époque, vous vous souvenez, la dette publique française a augmenté de 165,4%. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au troisième trimestre 2024. On n'a bien sûr pas encore les chiffres du quatrième trimestre. Sur la même période, le PIB, c'est-à-dire les richesses qu'on crée en France, augmenté de l'inflation, donc PIB en valeur, augmenté de seulement 55,1%. 3 fois plus.
Donc c'est ça le problème, c'est que j'augmente ma dette, mais le PIB, donc elle explose cette dette, mais le PIB augmente beaucoup moins, 3 fois moins que cette dette. C'est là qu'est le drame principal. Si on regarde ce qui se passe outre-Rhin, par exemple, on n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre, donc on s'arrête au deuxième trimestre, dette publique donc augmentée de 63,3%, vous voyez bien que c'est quand même... il y a 100 points d'écart, plus de 100 points d'écart entre ce qui s'est passé en France et en Allemagne en termes d'augmentation de la dette publique. Mais surtout, regardez le PIB en valeur, la courbe bleue, a augmenté plus que la dette publique, 73,6%. Donc c'est ça, en fait, ce qu'il faut faire, ça serait évidemment transformer cette dette en croissance que malheureusement nous ne savons toujours pas faire. Et comme la France dérape, évidemment, c'est devenu le pays où il y a le plus de dettes publiques dans la zone euro. Donc quasiment 25% de la dette publique totale de la zone euro vient de France. Ensuite, on a l'Italie, 22,5%, l'Allemagne, 20%, l'Espagne, 12,4%. Ce sont les chiffres du deuxième trimestre, puisqu'on n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre pour tous les pays de la zone euro. Et donc, quand on regarde sur longue période, depuis 2000, regardez bien la France, le drame français, c'est-à-dire que dans les années 2000, au début des années 2000, on était autour des 18% de la dette publique de la zone euro. La France ne représentait que 18% de la dette publique de la zone euro au total. Et puis, voilà, ça n'a cessé d'augmenter. Maintenant, donc, on est à 25%, 22% pour les Italiens, qui étaient évidemment loin devant nous. Pareil pour les Allemands qui étaient loin de nous parce qu'ils ont évidemment une économie plus large que la nôtre. Et ensuite, ça a été réduit. Maintenant, l'Allemagne, c'est plus que 20% de la dette publique totale de la zone euro. Voilà évidemment le drame. Donc évidemment, comprenez que quand nous, les Français, on dit aux dirigeants de la zone euro, bon, il faut faire des efforts, etc. On dit, attendez, vous n'avez pas de leçons à nous donner parce que c'est vous qui dérapez le plus dans la zone euro et donc qui mettez en danger, effectivement, cette zone euro. Et d'ailleurs, elle est particulièrement en danger aujourd'hui. Alors, il y a une question très intéressante qui m'a été posée la semaine dernière, je pense, sur la chaîne YouTube, ça serait de faire un comparatif entre justement le niveau de la dette, la variation récente et la notation, pour bien voir que ces notations ne sont pas forcément adaptées, j'ai envie de dire. Donc là, on a mis la notation de Fitch, parce que je pense encore une fois que Fitch va certainement dégrader la note de la France très rapidement à simple A, donc au premier trimestre 2025, on verra ça dans le détail. Donc pour l'instant, alors voilà, deux grands pays qui méritent entre guillemets d'avoir leur triple A, l'Allemagne, dette publique 61% du PIB, donc ça a augmenté de 3 points, bon ça va, donc depuis 2019, triple A, la Suisse 32% du PIB, oui, c'est très faible, donc pareil, là, moins 7, on l'a vu, ça a baissé, donc triple A, c'est mérité. Après, ça commence à devenir un peu moins mérité. Par exemple, le Canada ou les États-Unis, effectivement, qui ont donc un ratio de dette publique très fort, qui ont beaucoup augmenté leur dette, sont toujours double A+. Et je pense que le Canada risque de perdre évidemment son double A+ assez rapidement. Merci également M. Trudeau, mais bon, on voit bien que là aussi, quand on dérape, il y aura forcément une sanction. Ensuite, on a évidemment la France, et là on voit qu'on ne mérite pas du tout notre double A-. Vous voyez, 114%, donc j'ai arrondi, de dette publique par rapport au PIB, 16 points évidemment depuis 2019, donc on est toujours double A-. Si on prend les Anglais, eux aussi, c'est à peu près la même chose que nous, donc ils ne méritent pas vraiment leur double A-, certainement. Et le Portugal, par contre, qui est A-, alors fait que Fitch a révisé à la hausse sa note, donc a amélioré la note du Portugal donc, au printemps dernier. Donc ils ont réduit leur dette, ils sont quand même à 100% de dette publique, mais surtout ils l'ont réduit et ils sont à moins. Vous voyez que par rapport à la France, on mérite largement d'être, on va dire, A+ ou A-. Et enfin l'Italie, bon eux c'est vrai qu'ils sont quand même assez mal, 137% de dette publique, mais seulement une augmentation de 3,2 depuis 2019, et ils sont triple B. Voilà, pour vous dire que ce qui peut nous arriver, je ne pense pas qu'on va devenir triple B, mais je pense qu'on peut facilement être A, voire A- pour la France dans les prochains mois. Ça va arriver et là évidemment ça sera un scénario catastrophe puisque ensuite les taux d'intérêt vont très fortement augmenter, ce qui va nous coûter extrêmement cher. Alors autre question importante, d'où vient cette dette en France? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les collectivités locales? On se souvient que Bruno Le Maire a dit que c'est les collectivités locales qui posent problème. Alors voilà les chiffres de l'INSEE et là on comprend bien que la très grande majorité, exactement 83,6% de la dette publique française est générée par l'État et les organismes centraux. Voilà, ça fait au total 2760 milliards, donc c'est la courbe Grenat ici, on voit bien que ça ne cesse d'augmenter. Si on voit la dette des collectivités locales et sociales, voilà, sociale 291 milliards à peu près, ça c'est les derniers chiffres, et locale 252 milliards. Vous voyez que ça ne bouge quasiment pas depuis 2010. Par contre, la dette publique de l'État a évidemment augmenté. En 2012, c'était 79% du total. Là, c'est donc quasiment 84% du total. Donc c'est bien l'État qui dérape bien plus que les autres, même si là aussi on a des dettes assez costauds.
Alors c'est sûr que l'État il fait des dotations, etc. Mais néanmoins, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on doit faire des efforts, notamment sur les dépenses de fonctionnement qui ne cessent d'exploser, hein, d'année en année, plus quasiment 16% d'augmentation en 3 ans, alors que la dépense publique totale a augmenté de 12%. Donc c'est ça qui n'est pas sérieux. Il faut repenser complètement le fonctionnement, en particulier de l'État, avec notamment tous les comités Théodule, vous savez, qui coûtent à peu près 50 milliards d'euros par an. Ça aussi, il faut évidemment en supprimer une très très grande partie pour justement faire ces économies, ce qui est absolument indispensable. Donc à partir de là, évidemment, là on parle de la dette officielle, hein, sauf qu'il y a la dette globale. Si on ajoute ce qu'on appelle le hors-bilan, c'est-à-dire notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, qui sont une dette évidemment de l'État, mais qui n'apparaît pas évidemment encore dans les comptes. Alors comme on sait qu'aujourd'hui il y a à peu près un fonctionnaire qui travaille pour un fonctionnaire à la retraite, on sait très bien que le trou des retraites va continuer d'augmenter. Chaque année, l'État dépense 30 milliards d'euros juste pour combler le trou des retraites des fonctionnaires. Ne l'oublions pas. Donc cette dette évidemment est énorme. Et donc si on rajoute donc ce hors-bilan à la dette totale, nous sommes sur 6 500 milliards d'euros de dette publique française. Voilà le vrai niveau de la dette publique française. Alors même si on compare à nos actifs, eh bien c'est 4 500 milliards d'euros. Donc évidemment, il manque 2 000 milliards. Ça veut dire que même si on vend tous les actifs, on ne rembourse pas la dette. Donc l'actif net de la puissance publique française, hein, tout confondu, pas que l'État, la puissance publique globale, est négatif d'environ 2 000 milliards d'euros. Donc oui, l'État français est bien en faillite malheureusement. Alors c'est qu'on me dit aujourd'hui, oui bon, vous inquiétez pas, il y a de l'épargne. Oui, mais attention, vous savez que l'épargne des ménages, c'est à peu près donc 6 300 milliards d'actifs financiers. On a 16 000 si on rajoute l'immobilier, mais enfin, c'est privé évidemment, on ne va pas ponctionner cette épargne. Hein. La dette publique, comme son nom l'indique, c'est public, l'épargne c'est privé, donc nous ne sommes pas en URSS, hein, donc il faut arrêter de dire on peut prendre cette épargne en garantie pour la dette publique, mais ça n'a rien à voir. Là il faudrait rajouter la dette totale, et là on est évidemment à 250% du PIB si on ajoute la dette des ménages et la dette des entreprises, donc on compare ce qui n'est pas comparable. Donc là encore une fois, un raisonnement tout à fait fallacieux, et c'est honteux que des économistes, certainement de salon bien sûr, ou même universitaires, parfois des gens certainement très intelligents, mais véhiculent des idées fausses, et ce qui montre bien que cette épargne ne peut pas servir de garantie à la dette publique, encore une fois, parce que même si on va ponctionner, si l'État, ça arrivera un jour certainement, mais il va ponctionner combien? 1, 2, 3%, il ne va pas tout prendre. Et même si on prend tout, hein, à la rigueur, ça ne rembourse même pas l'ensemble de la dette. Donc vous voyez, il faut arrêter encore une fois de mentir aux Français, nous sommes là pour dire la vérité, et dites-la autour de vous, hein, voilà. Vous pouvez, je vous autorise justement à prendre des morceaux de mes vidéos pour justement diffuser cette vérité, c'est absolument indispensable. Alors, pour terminer évidemment cette grande question, parce que là aussi on dit oui mais combien ça va encore nous coûter? Eh bien, il faut savoir que l'année dernière, par exemple en 2024, on a eu un record d'émissions de dette. Alors, si on regarde les émissions nettes, c'était 285 milliards d'euros, mais si on regarde les émissions brutes, c'est-à-dire en enlevant les rachats, on a eu quand même l'année dernière quasiment 340 milliards d'euros de nouvelles dettes, 310 milliards d'obligations à taux fixe et à peu près 29,4 milliards d'euros d'obligations indexées sur l'inflation. Là aussi, évidemment, alors que si l'inflation repart à la hausse, ça va nous coûter évidemment encore plus cher. Donc, un petit historique sur 3 ans. En 2023, 270 milliards d'euros donc, de nouvelles dettes qui ont été émises, nouvelles dettes nettes, ça veut dire en enlevant les rachats, et l'année dernière, 285 milliards. Et pour cette année, l'État annonce d'ores et déjà, donc c'est l'agence France Trésor, dans le meilleur des cas, 300 milliards d'euros en disant que ça va dépendre bien sûr de la loi de finances de 2025, etc. Ça sera au moins 320 milliards. Voilà effectivement le drame, c'est qu'on va devoir dépenser encore juste 320 milliards de nouvelles dettes l'année prochaine. Donc si évidemment l'État français, la note de l'État français est dégradée à simple A, beaucoup de fonds d'investissement ne vont plus acheter cette dette. Et c'est là où les taux d'intérêt qui ont déjà bien augmenté vont encore augmenter. Au moment où je vous parle, le taux d'intérêt à 10 ans français, il est à peu près à 3,15%, donc quasiment 3,2, va-t-on dire, et ça remonte, alors que sur le taux de 10 ans allemand, on est à 2,3, donc il y a bien 80 points de base, voire 90 points de base d'écart entre la France et l'Allemagne. Et surtout, la BCE vient d'annoncer aujourd'hui que ça y est, enfin, elle arrête d'acheter des bons du Trésor français. Donc ça veut bien dire qu'elle a continué le faire jusqu'à aujourd'hui. Hein, ne l'oublions pas. Hein, c'est-à-dire que quand je vous disais ça, il y a 15 jours justement où la BCE avait été intervenue pour limiter l'augmentation des taux d'intérêt, maintenant la BCE a dit qu'elle n'allait plus intervenir. Est-ce que ça sera le cas? Vous vous rendez compte, hein? Ça c'était la politique qu'elle avait lancée en 2020 pendant le coronavirus. Là, on est en 2024, bientôt 2025.
Elle a continué de le faire. C'est très dangereux parce qu'évidemment, ça a maintenu l'inflation sur des niveaux élevés, puis surtout, ça a permis à l'État de s'endetter comme ça, de façon, je dirais, éhontée et sans sanction, puisque même à 3,1% de taux d'intérêt, c'est beaucoup, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait monter à 4-5% si la note de la France est dégradée et que la BCE n'intervient pas. Donc attention, voilà ce qui peut nous arriver pour 2025. Alors, à partir de là, on va me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rembourser cette dette, d'arrêter l'hémorragie? Alors certains me disent, oui, ben, on n'a qu'à supprimer la dette. Alors là, c'est une grande idée, notamment la dette qui est détenue par les banques centrales. Voilà. Ben, on la supprime, voilà, tout simplement. On fait un jeu d'écriture et la banque centrale dit, ben, stop, c'est bon, vous ne me devez plus rien. Encore une fois, ce n'est pas sérieux. Qui va accepter ça? Alors peut-être nous, les Français, on aimerait bien, mais est-ce que les Allemands vont l'accepter? Certainement pas, parce que ça serait évidemment donner un gage aux pays qui ont dérapé et finalement donner une sanction aux pays qui ont fait des efforts en réduisant leurs dettes. Donc ça ne passera pas, bien sûr, d'autant que c'est interdit par les statuts de la Banque Centrale Européenne et à la rigueur, par miracle, on arrive à le faire. C'est un fusil à un coup, on ne pourra pas le faire deux fois. Vous imaginez la perte de crédibilité, pas que de la France, mais l'ensemble de la zone euro. Et là, les taux d'intérêt explosent, ce qui casse l'activité économique, ça génère une récession. Et évidemment, c'est un scénario catastrophe. Donc, si je vous rappelle que, évidemment, ça c'est le bilan d'une banque centrale. Donc, les bons du Trésor sont à l'actif de la banque centrale. Donc, si on supprime effectivement une partie de ces bons du Trésor, ça veut dire que l'actif, donc la monnaie en circulation, doit aussi être réduite. Donc, comment fait-on cela? On va aller vous ponctionner là aussi votre épargne ou autre. C'est extrêmement dangereux, mais là on voit bien, hein, là vous avez le processus de création monétaire logique. Hein, normalement, pour avoir le droit de créer de la monnaie, il faut avoir préalablement ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire, donc de l'or, des devises et des titres, donc des obligations d'État. Et la planche à billets, justement, c'est de dire, ben, je n'ai pas de contrepartie, mais c'est pas grave, je crée quand même de la monnaie. Et avec ça, donc, cette monnaie créée donc ex nihilo, à partir de rien, automatiquement j'achète des bons du Trésor, donc ça assure un financement gratuit à l'État, le fameux argent magique. Sauf que ça y est, tout ça, ça a généré de l'inflation, ça n'a pas généré de croissance forte, ça a cassé notre crédibilité et il faut évidemment arrêter. Donc cette solution de dire on annule cette dette, évidemment, n'est pas tenable, sauf à générer une crise catastrophique pour la zone euro et bien sûr pour la France. Alors après on me dit oui mais il y a de l'inflation. On l'a vu tout à l'heure, la dette publique augmente bien plus que l'inflation. Et puis n'oublions pas que quand l'inflation augmente, ça casse le pouvoir d'achat des ménages, donc ça casse l'activité économique. Et si effectivement vous augmentez votre inflation, ce qui se passe aujourd'hui, la BCE qui a baissé les taux d'intérêt va devoir ensuite les réaugmenter. Donc la solution de dire je finance ma dette par l'inflation, là aussi, ça ne fonctionne pas. Alors après, la pire des solutions, que j'entends encore malheureusement trop souvent, qui est de dire je vais augmenter les impôts. Alors on va augmenter les impôts, on va taxer plus et on va réduire notre dette. Si ça marchait, ça sera évidemment, mais non, surtout pas parce que si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique, donc vous allez réduire l'assiette fiscale, donc vous allez ponctionner plus mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il n'y aura pas du tout, je dirais, d'augmentation des recettes fiscales, il y aura même une augmentation du déficit public. Et donc, on le voit bien, plus vous augmentez les impôts, là c'est la courbe rouge, le poids des prélèvements obligatoires donc, par rapport au PIB français, donc plus vous augmentez, plus la courbe bleue, c'est-à-dire la croissance structurelle, s'effondre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc ça c'est une vraie fausse solution. Si on fait ça, ça sera également une catastrophe pour la France. Et en plus, ça ne réduira même pas la dette. Okay, donc ça ne fonctionnera pas. Quelle est la solution alors? La quatrième, pour moi c'est la seule qui existe, c'est de restaurer une croissance forte. Oui, il faut restaurer une croissance forte, notamment en termes d'innovation. Là, ici, je vous ai mis le tableau des efforts de R&D, donc de recherche-développement par rapport au PIB. Vous voyez, la Chine a bien compris l'importance de cette R&D. C'est la deuxième puissance mondiale en R&D derrière les États-Unis. Alors nous, la France, évidemment, on est à 2,2% de notre PIB. Le problème, c'est comme le disait le général de Gaulle en son temps déjà à l'époque. Il disait que des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Évidemment, c'est tout le problème, c'est que c'est pas le tout de chercher, il faut trouver de temps en temps. Donc voilà, quand je vois aujourd'hui des chercheurs en économie qui nous disent il faut encore augmenter les impôts, c'est qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose, si vous voulez. Donc, et ça, c'est de l'économie, mais évidemment, le grand enjeu de la recherche, c'est la recherche appliquée, qui génère de la croissance, qui génère effectivement de l'activité économique, de l'emploi, et également tout un enjeu en termes de formation. Donc là, effectivement, si on joue ça, oui, il y a un moteur de croissance, et c'est comme ça qu'on va réduire le déficit et donc réduire la dette, grâce à la croissance. Le problème, c'est que pour l'instant, évidemment, malheureusement, on est très très loin de la croissance, que voici les indicateurs avancés. La semaine dernière, on a vu les indicateurs des directeurs d'achat qui se sont évidemment effondrés en France, qui montrent que la récession est bien là. Et là, il y a quelques jours, on vient d'avoir les indices INSEE du climat des affaires. Et bien voilà, ça se confirme au mois de décembre. Malheureusement, malgré la période de Noël, etc., même si les chiffres sont corrigés des variations saisonnières, mais toujours est-il que ça baisse. Voilà, donc ça c'est la courbe rouge chez le PIB qui a été maintenu artificiellement à la hausse, et là évidemment il va baisser, donc ce qui veut dire qu'on va avoir une très forte baisse du PIB au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025.
Donc, plus de déficit, plus de dette, plus de hausse des taux d'intérêt, donc moins de croissance. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, dans cette même enquête INSEE donc, du mois de décembre, chiffre donc des perspectives d'emploi. Regardez bien, c'est la courbe rouge ici, qui montre que malheureusement le taux de chômage pourrait monter, c'est la courbe bleue, pourrait monter à 9% d'ici l'été prochain. Ça, en plus, c'est la catégorie A. Donc voilà le drame de la France aujourd'hui. Malheureusement, on a une dette qui explose. Il y a une récession qui est là. Et alors, le plus beau, c'est que voilà, on a un nouveau Premier ministre, mais globalement, on n'a toujours pas de gouvernement. Alors, ça va arriver, hein, certainement, au moment où je vous parle, peut-être qu'il y a déjà un gouvernement, mais pourquoi faire, j'ai envie de dire. Et voilà, avant même que ça commence, j'ai envie de dire, regardez bien, c'est 66% d'opinion défavorable à François Bayrou. C'est un sondage IFOP. Donc depuis qu'on a des sondages de ce type, donc depuis 1959, il n'y a jamais eu un Premier ministre, un nouveau Premier ministre, qui a une cote d'impopularité aussi élevée. 66%, c'est quand même, ça vous montre l'ampleur des dégâts, entre guillemets. Si on prend Michel Barnier, bon, c'était pas génial, mais c'était quand même 55%. Gabriel Attal, 46%, mais Elisabeth Borne, 43%, quand ils ont été nommés. Alors si on regarde également la cote d'impopularité de M. Macron, 76% de Français mécontents. Alors ça a un petit peu baissé hein, le mois dernier, bon, mais c'est quand même 76% de mécontents. Ça fait quand même froid dans le dos. Donc comment va-t-on faire pour réformer la France, pour justement réduire notre dette, pour générer plus de croissance? Malheureusement, ça paraît très compliqué. Ce n'est pas dans le contexte actuel qu'on va pouvoir le faire. Donc il faudra attendre des élections peut-être présidentielles, peut-être législatives. Et c'est seulement à ce moment-là, en espérant qu'il y aura une bonne majorité, qu'on prendra des bonnes mesures, que nous pourrons justement sauver la France. Mais pour le moment, j'ai envie de le dire, malheureusement, même si c'est Noël, on est mal barré. Et c'est un petit peu le danger. Et d'ailleurs, c'est la question de la semaine, l'euro baisse très fortement. Alors, il baisse d'abord parce qu'il y a eu un fait Trump. Ensuite, il y a la crise en France, et puis également la Réserve fédérale américaine, qui, comme on l'avait annoncé ici même il y a quelques semaines, donc nous dit qu'elle ne va pas fortement baisser les taux d'intérêt en 2025. Et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de croissance aux États-Unis, l'inflation augmente, les salaires augmentent de plus de 4% par an, donc la Fed ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Donc évidemment, le dollar s'est apprécié et l'euro a baissé. On a même touché les 1,03 $ pour un euro. Là au moment où je vous parle, on est 1,04 $ pour un euro. Ça reste quand même donc, un plus bas depuis novembre 2022, et après il faut remonter à bien plus loin pour avoir des niveaux plus bas. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, on a cette crise de confiance qui est là et qui est en train de durer, qui ne va pas s'arranger malheureusement dans les prochains mois. Alors, dans ce contexte, quelle est la bonne nouvelle? Pour tout vous dire, je n'en ai pas trouvé, sauf une évidemment, voilà, c'est que c'est la trêve des confiseurs. Donc, carpe diem, profitez bien de ces fêtes que je vous souhaite excellentes. Évidemment, on gardera le contact, je vais quand même faire, je pense, une vidéo la semaine prochaine sur le bilan de l'année. Donc merci encore pour la fidélité, merci pour vos pouces vers le haut, pour vos likes, pour vos messages, c'est vraiment formidable, j'y réponds à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Donc continuez également les abonnements premium si vous voulez recevoir les slides. Il faut d'abord s'abonner donc normalement et ensuite cliquer sur le bouton souscription ou rejoindre, qui généralement est à côté du bouton communauté. Voilà, ça dépend des formats donc, de YouTube. Et à ce moment-là, je vous enverrai les slides, vous m'enverrez un mail sur acdfi.com et ensuite je vous enverrai les slides chaque semaine. Merci encore pour votre fidélité, donc vraiment passez d'excellentes fêtes, soyez heureux, donc ne mangez pas trop quand même parce que bon, il faut faire attention à la ligne, hein. On peut boire un petit peu avec modération, mais bon, si on ne prend pas la voiture, pourquoi pas. Donc voilà, carpe diem, comme disent les jeunes, kiffez bien, et on gardera le contact, et espérons qu'en 2025 on pourra enfin s'en sortir, mais comme j'ai souvent dit, je pense que là 2025, on va toucher le fond de la piscine, en espérant qu'on ne va pas creuser, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra redémarrer. C'est en tout cas tout ce que je nous souhaite pour les prochains mois et en particulier pour 2025. Merci encore, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.